avant de commencer cette réflexion sur la fin de vie, sur la mort comme processus d'individuation, je voulais simplement faire une remarque que j'ai faite à quelques personnes concernant le nom « être là ». Être là, c'est un concept philosophique, c'est le Dasein en allemand, qui vient de la phénoménologie husserlienne et qui a été développé par Sartre notamment en 1945 dans L'être et le néant, et puis surtout dans la philosophie allemande de Heidegger. C'était le Dasein, traduisé par être là, être de là. Et c'est assez intéressant parce que Heidegger, dans sa philosophie très rigoureuse, très austère, très spéciale, parce que Heidegger était à un moment donné recteur très proche du régime nazi. Il définissait l'être humain, le Dasein, comme un Sein für Tod, l'être pour la mort. Et ça m'avait toujours marqué, quand j'ai commencé les études de philosophie, de voir que dans l'ouvrage de Être et temps, 1927, qui a mis un certain temps à être traduit en français, de définir l'être humain comme un être pour la mort. Je veux dire par là que dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Et donc la question de la mortalité, la question de la finitude, elle est inscrite dans l'être de l'humanité. C'est-à-dire ontologiquement, anthropologiquement, la mort, au même titre que le naître, que le croître, etc., fait partie de la vie humaine. À quel titre? On peut s'interroger, on va le faire ensemble, mais je voulais simplement remarquer que c'est assez intéressant de voir que ce concept philosophique était convoqué de manière peut-être inconsciente ou non dite dans le nom de cette association. Alors, qu'est-ce que dire de la mort? Comment parler de la mort? Puisque fondamentalement, elle est énigme. Vous allez comprendre là où je veux en venir, comme dans la mesure où je ne me placerai pas dans une perspective où on escamote la mort, par exemple dans le religieux, que je respecte absolument, mais on escamote la mort. On dit dans le fond que la mort c'est un passage, donc il y a une autre vie, donc on ne parle pas de la mort. Donc on ne parle pas de la mort non plus dès lors qu'on la cache dans une société que les philosophes appellent nihiliste, le nihilisme étant la philosophie qui est apparue au XIXe siècle, consistant à dire que Dieu est mort, que toutes les valeurs sont relatives, et donc d'une certaine manière, la vie, la mort se vaut pratiquement, et donc que la vie humaine est dévalorisée, et qu'il faut donc recréer une nouvelle éthique, une nouvelle axiologie, c'est comme ça que ça s'appelle, redonnant un sens à la vie humaine. Et puis, d'une certaine manière, on peut, effectivement, ça a été dit, constater qu'il y a autant d'énigmes à naître que dans le fait de mourir. C'est-à-dire que dans le fond, l'apparition de la vie est autant énigmatique que sa disparition. Donc qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui disparaît? On peut s'interroger de façon extrêmement rationnelle, en tout cas la plus appliquée possible, la plus modeste et un peu possible, et se demander, dans le fond, comment est-ce qu'on peut accompagner, puisque c'est l'objet de très noble, très humain, très empathique, etc. Le souci de l'autre, etc. La thérapeutique, le thérapeute en grec, c'est le souci de l'autre. Et quand les Grecs parlaient de thérapeute, c'est pas uniquement dans le domaine médical. Le domaine médical, il est très noble, mais quand Bichat écrit dans les recherches physiologiques sur la vie et la mort, la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, c'est presque un axiome mathématique, voulant dire par là que tant que, comme une chanson populaire, tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas de mort, et tant que la mort, il n'y a pas de vie. Bon. Il y a d'âge qu'on retrouve chez les philosophes épicuriens, Épicure, qui disait dans la lettre à Sénécée, une lettre comme ça, il disait tant que la vie est là, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, je ne suis pas là. Donc, toute la mort ne nous concerne pas. C'est une façon aussi d'escamoter encore le problème. Donc, on voit bien que ici, le temps de l'infinitif, le mourir, est plus important que la mort. La mort étant substantialisée comme un état d'absence de vie. Donc, c'est le mourir qui pose problème à l'être humain, et non pas la mort en tant que telle. Et avec ce qui vient d'être dit sur l'agonie, la souffrance, la mobilisation sociale, politique, affective, pathologique, symbolique, spirituelle, etc. Dans le fond,
quelle est la façon la meilleure de vivre ce moment de passage, qui est un de tristesse, de souffrance, de terreur, de rupture, qui peut être un moment de joie, on verra aussi dans certaines cultures. Et la philosophie, fondamentalement, enfin, vous avez tous fait un peu de philosophie quand vous étiez en terminale, en tout cas. Vous vous rappelez peut-être de ce premier adage platonicien. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Tout ça, le fait donc de Platon. Voulant dire par là, ça a plusieurs sens. Le premier sens, c'est métaphorique et symbolique. Mourir à l'illusion de croire savoir ce qu'on sait, donc mourir à l'ego. Mourir aux vaines distinctions que produit la société lorsqu'elle joue dans les étiquettes à un jeu vain que Platon, dans la caverne, dans le livre 7 de la République, montre que c'est un vœu, comment dire, le jeu des illusions et des apparences disparaît quand le sérieux est là, le réel est là, et le réel de la mort, il est imposant, pour rappeler à l'être humain que sa vie n'est pas infinie, donc il peut y avoir une finalité métaphysique de la mort ou du mourir qui rappelle qu'il faut vivre instantanément et de manière intense cette vie pour pouvoir justement la comprendre en tant que telle. Il y a donc une injonction épistémologique à la compréhension de la vie que porte le mourir en soi. C'est d'ailleurs le dernier Pierre Hadot, un grand philosophe français. Pierre Hadot, quand il parlait de style de vie, etc., le dernier Michel Foucault s'est appuyé sur ça, c'est-à-dire se soucier de soi, prendre soin de soi, c'est parce que justement, la vie est terminée et selon l'adage du philosophe grec, par Nietzsche au XIXe siècle, il faut faire de sa vie une œuvre d'art. Sous-entendu, elle a une fin. Donc on va la donner à contempler. Et c'était quelque chose, je disais tout à l'heure, un anthropologue, c'est quelque chose ceci qui était très courant dans la Grèce dite païenne, où les religions abrahamiques n'avaient pas encore mis leur empreinte. C'était très courant de penser sa vie comme une œuvre d'art. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages qui s'appellent Vie illustre des grands philosophes, ou bien Doctrine et sentences des grands philosophes, Eugène Laërce, etc. C'est-à-dire qu'on prenait exemple sur la vie des autres, donc le mourir lui-même faisait partie de la vie. Et vous avez, par exemple, si vous lisez les grands textes présocratiques, on vous raconte la mort des philosophes. On vous dit, par exemple, Empédocle, il s'est jeté dans un volcan. Pythagore a noyé, a nagé jusqu'à ce que l'horizon, jusqu'à ce qu'il puisse revenir. Vous voyez. Et on a, par exemple, Gilles Deleuze, vous avez entendu parler de Gilles Deleuze, un philosophe français contemporain, qui était asthmatique, qui s'est jeté de son balcon. C'est intéressant, quelqu'un qui ne pouvait plus respirer, quand on connaît un peu sa philosophie. Il y a cette idée, dans le fond, voilà, peut-être appuyée par des théories de la métempsychose, etc., mais que surtout, la mort elle est aussi hasardeuse et fortuite que la naissance. Donc c'est un événement dont il ne faut pas grossir le trait pour celui qui la vit, pour le philosophe. Donc philosopher, c'est apprendre à mourir, ça veut dire que dans le fond, c'est garder l'idée, c'est le fameux souviens-toi que tu es mortel, c'est garder à l'idée, dans le fond, qu'il y a des choses essentielles, et que se faire originer, disputer par un patron, perdre son emploi, avoir des douleurs de cœur, ne pas avoir le budget qu'on veut pour son service. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Vous voyez, c'est pour donner, c'est donc le mourir, là, la mort, donne une vertu éthique à la vie de manière spéculative ou spéculaire, en renvoyant cette idée que, dans le fond, l'existence, elle est concernée par d'autres problèmes beaucoup plus graves que le problème que Pascal appellerait le divertissement, le loisir, ou se quereller pour des choses sans valeur. Il y a des choses plus importantes. Donc le mourir, la mort, donne à la vie un certain prix. Et que donc, il ne faut pas vraiment se soucier des choses inessentielles, mais se concentrer sur l'essentiel. Et donc, dans ce sens-là, la mort renvoie à la vie. Il faut se soucier de sa vie, parce qu'elle est déterminée par la mortalité, la fin dans le temps, dans l'espace, et qu'il y a une certaine corruption, la vieillesse du corps et de l'esprit, et donc il faut se rappeler que la vie, c'est une intensité énergétique, matérielle,
etc., qu'il faut soigner, qu'il faut sculpter, qu'il faut prendre en charge et non pas, comme dit l'expression, se laisser vivre. Hein, donc, on voit qu'il y a une fonction ici qu'on pourrait dire sotériologique, c'est-à-dire qu'il donne un certain salut, un certain sens à la manière dont on vit. C'est-à-dire qu'au fond, on peut penser à la mort tous les jours. Hein, je me souviens, je vous donne une anecdote, ça c'est une belle anecdote. J'avais des acouphènes à un moment donné. Donc, je suis allé voir un spécialiste de la chose, et puis le médecin qui me dit qu'il n'arrivait pas à trouver ce que j'avais en fait. Des petits cristaux de sel qui s'étaient déplacés, qui produisaient. Et il me dit comme ça, est-ce que vous pensez à la mort? Et moi je lui dis, mais j'y pense tous les jours. Et il me dit, mais je vais vous envoyer chez le psychiatre. Pour lui, il était impensable qu'un philosophe pense à la mort tous les jours. Évidemment, il pense tous les jours. C'est dialectique. Si vous êtes vivant, vous pensez à la mort. Sinon, vous ne vivez pas. Et donc la question se pose là déjà, par cette distinction, de savoir ce que c'est qu'une vie humaine. Donc on peut distinguer plusieurs types de vie. Il y a une vie qui est biologique, on peut dire presque zoologique, je reprends cette distinction à Michel Foucault, puis une vie qui est une vie véritablement humaine. Alors qu'est-ce que c'est que... Alors est-ce que toutes les vies se valent? D'un point de vue éthique, bien sûr que toutes les vies se valent. Mais est-ce que toutes les vies se valent dans la manière dont elles sont vécues par celui qui les vit? C'est une vraie question. C'est une vraie question, et qu'en fait, quand il y a du sérieux, les médecins se la posent. Quand il y a eu la Covid, ces histoires d'hôpitaux, voilà, il fallait choisir, est-ce qu'on choisit plutôt les enfants jeunes ou les personnes âgées? Oui, c'est des questions comme ça qui reviennent. Vous ne croyez pas que ce sont des petites questions de philosophes, spéculatifs, oiseux, etc. Non, ce sont des questions sérieuses qui ont à voir avec la vie comme exigence critériée de dignité. Non, toutes les vies ne sont pas. Toutes les vies ne sont pas. D'un point de vue philosophique. Des gens qui passent leur vie, qui n'auront jamais eu une histoire d'amour dans leur vie. Ou qui n'auront jamais eu une pensée métaphysique. Ou qui auront toujours pensé à eux de manière... Enfin, moi je suis philosophe, donc pas de problème, mais vous avez des gens qui arrivent, moi, qui ont 70 ans, qui me disent, oui, toi, Salim, qui est un peu lu, tu peux lui expliquer ce que c'est que la critique de la raison pure en 110 minutes. Excusez-moi, mais c'est 10 ans de travail, 8 heures par jour de lecture. Non, en 2 minutes, je ne peux pas le faire. Il y a des gens qui pensent que pour rattraper une vie, vous savez, vous avez un certain âge, des gens qui vous disent, à la retraite, je ferai ça. Je me rattrape pour faire de la musique, ou bien je voyagerai. Mais non, la vie, ça ne se vit pas en différé, comme un investissement spéculatif, comme si dans 10 ans, je serais le même qu'aujourd'hui. La vie, ça se vit en première personne, de manière continue et immédiate. Ça s'appelle l'intensité de vivre. Et là, nous sommes illégaux. Il y a des gens qui préfèrent s'acheter des yachts quand ils peuvent, ou des Nike, ou des chaussures de valeur, puis d'autres qui se disent, je préfère m'acheter un livre de Marc Aurèle et passer 3 heures avec Marc Aurèle en lisant les pensées de moi-même pour savoir ce que c'est penser sur la mort, etc., la santé. Donc il se dit, je préfère aller voir un film, 12 sous, au cinéma, pour apprendre ce que c'est que la famille, plutôt que d'aller faire un bon repas au restaurant. Et tout ça, ça participe d'une stylistique d'existence, d'une esthétique de l'existence. Donc le mourir relève aussi d'une axiologie esthétique qui vise à critérier les principes à partir desquels on peut considérer qu'une vie est humaine. C'est-à-dire qu'elle est dignement humaine. Non pas que nous ne sommes pas des mammifères, mais c'est justement tout le problème de la médecine est là. C'est que quand vous considérez uniquement l'individu en termes anatomo-physiologiques ou comme des fonctions qui sont importantes pour soigner, etc., vous soignez bien évidemment ce qu'on appelait auparavant le corps, il y a autre chose. La souffrance, elle est physique, bien sûr, mais elle est aussi psychique. Et on a beau jeu de la caractériser comme étant fallacieuse, illusoire. C'est peut-être le champ de la psychanalyse, considérer que vos symptômes sont réels, mais dans le fond, ils participent de l'imaginaire parce que vous avez une fausse conception des choses. Il faut rester 10-15 ans dans le cabinet, vous verrez, vous comprendrez après. Il y a eu ce jeu comme ça, mais il y a un exercice de l'esprit sur lui-même qui est très matériel. Par exemple,
chez les philosophes de l'Antiquité, on faisait ce qu'on appelle des anamnèses en fin de journée. On se demandait qu'est-ce qui était utile aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, qui est-ce que j'ai rencontré, qu'est-ce que dois-je faire demain, etc. Il y avait des exercices, qu'on appelait des exercices spirituels, qui seront repris après par la religion, dans la religion catholique, mais qui se préparent pour savoir si on avait bien vécu aujourd'hui, si on pouvait mourir le soir même parce qu'on avait bien vécu aujourd'hui. Mais c'était, souviens-toi que tu es mortel, pour mieux vivre, pas de temps. Oui. Donc, il y a cette question dans le fond, de la solution eschatologique. Eschatologique, c'est un mot un peu compliqué, qui veut dire la décider de la manière dont on choisit sa vie. Et en calculant, vous connaissez certainement des choses comme Épictète, Épicure, calculer les mots nécessaires, les mots non nécessaires, les biens suffisants, les non bien suffisants, faire une espèce d'arithmétique qu'on retrouve dans le XIXe siècle dans le positivisme, dans l'utilitarisme de Bentham, qui est une sorte d'économie appliquée au monde intérieur et à la vie. Qu'est-ce qui est utile, sur quoi j'investis, sur quoi je transfère. Vous avez remarqué que les concepts de la psychanalyse, c'est que des concepts économiques. Transfert, investissement, c'est très intéressant. Donc il y a une correspondance entre la façon dont on vit sa vie et la façon dont on envisage sa vie. Ça a été dit par le Dr Foucault, les optimistes, les optimistes et les pessimistes, etc. C'est très intéressant de voir qu'effectivement, ce point culminant du mourir, c'est un point important. Alors, est-ce que ce point important, dans le fond, voudrait dire, comme le pense par exemple la confession, qu'au moment de mourir, nous allons donner dans les ultima verba la vérité de notre vie? Je ne pense pas, c'est une métaphysique empreinte de confessionnal qui consiste à penser qu'au dernier moment, on va donner la vérité de sa vie. Je pense que c'est pas. Ou bien qu'il se passe une sorte de révélation. Pourquoi pas, tout est possible. Mais en tout cas, on ne peut pas penser le moment de la mort indépendamment du moment de la façon dont on l'a vécu. Et peut-être que ce problème qui est discuté par les parlementaires aujourd'hui arrive aujourd'hui parce qu'il y a eu un destin de l'idée de mort et de la façon dont on vit la vie en Occident. C'est-à-dire qu'il y a à voir avec le collectif, qu'il y a à voir avec l'insertion de l'individu dans le collectif, qu'il y a à voir avec les valeurs vitales, avec le sens qu'on donne à l'existence, et puis aussi avec une stylistique de vie. Par exemple, si on diabolise l'existence concrète du corps, c'était ça quand même, grosso modo, je vais jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, grosso modo, le corps était vécu dans les traditions abrahamiques, et en Occident, on restait en Europe, comme étant le lieu de la perdition, qu'il fallait la libération du corps des femmes, par exemple, c'est très récent, le droit de vote sur les femmes en 1945, l'accès à la liberté sexuelle et à la liberté d'accoucher ou non, c'est la loi de Virg, etc. C'est très tardif, tout ça, c'est le XXe siècle. Bon, on s'aperçoit que l'accès au corps, tout simplement, il a été conditionné par une métaphysique, par une religion que je ne méjuge pas. Vous ne me méprenez pas sur mes propos. Mais je dis que tout ça, ça a conditionné le rapport qu'on entretient à la vie et à la mort. Et donc, dans le fond, en mettant le corps du côté, pour faire court, de ce qui se détériore, de ce qui est sans valeur, de ce qui est luxure, de ce qui est stupre, péché, culpabilité, inscription satanique du péché originel, donc désir, volupté, etc., nécessairement, vous avez une vision de la vie, et a fortiori une vision de la mort, qui sera différente si vous mettez le corps comme étant l'assomption, voire même la renaissance et la fête collective de la vie en soi. Voilà. L'enfant ne se pose pas la question de savoir s'il va bien ou pas, si c'est, etc. Il vit dans une certaine innocence. Il ne s'agit pas de tomber dans les naïvetés de la naturopathie ou de l'écologie ou du nudisme. C'est-à-dire que tout simplement, qui sont à mon avis extrêmement verts de la violence exercée sur les corps, c'est pour dire que d'une certaine façon, la vision que nous avons du corps, de la mort, reflète la vision que nous avons de la vie, et donc de la manière dont nous traitons nos corps et
manière dont nous les habitons, nous les soignons, etc. Donc, dans le fond, si on considère très longtemps que le mourir est un lieu de vérité ou de passage, bien évidemment, on est renvoyé à la question extrêmement concrète de ce que c'est que cette vie qui nous traverse. Qu'est-ce que c'est que cette vie qui nous traverse et qui est fragile et qui, au moment où je vous parle, peut disparaître à un moment donné comme ça. Il y a un mystère du vivant, et ce mystère du vivant, c'est la dignité de l'homme de le penser en termes rationnels, en termes critiques, en termes analytiques, en termes, si vous voulez, scientifiques, même en termes politiques, mais ça reste tout de même un mystère. Alors si on se place à hauteur de vie humaine, sans s'appuyer sur un credo, parce que c'est trop facile, je dis voilà, il y a la vie, Salim, tu vas aller au paradis, parce que tu étais gentil, etc. Voilà. Si je m'excite de ce schéma-là, ou des textes scripturaires, qui sont importants, on peut considérer qu'aujourd'hui, la fin de vie, elle fait l'objet de lois, de jugements, de délibérations, de soins médicaux, thérapeutiques, des consultations éthiques, autant que politiques. Cependant, je voudrais rappeler une chose, c'est que la fin de vie, ou les soins palliatifs qui sont nécessaires, l'accompagnement psycho-affectif, ne permettent pas toujours, d'ailleurs, en discutant avec les professionnels, les experts, ne permettent pas de penser et d'agir sur l'être de la singularité du mourant. Parce que les progrès technico-médicaux, les appareillages qui permettent de maintenir en vie, au-delà de ce qu'on appelle l'onde de ressuscitation du moribond, la question se pose de savoir quelle est la valeur de la vie qu'on prolonge, qui peut être la preuve technologique de la prouesse des médecins, des ingénieurs, etc. Mais les motifs de la prolongation de la vie, il faut quand même les expliciter. Il faut les expliciter. Si vous prolongez la vie, c'est parce que vous avez une idée que la vie peut être éternelle. Il faut être réaliste. Ou bien qu'on peut dépasser ça. C'est sûr, d'un point de vue positiviste, nous vivons aujourd'hui plus longtemps qu'il y a 100, 200, 300 ans. Est-ce que nous vivons mieux? Autre question. En tant que philosophe, je suis obligé de poser cette question. Et d'ailleurs, quand vous écoutez les chansons des jeunes, les rappeurs, etc., ils se posent cette question. De manière moins triste qu'on ne le pense. Qu'est-ce que c'est que vivre? Est-ce que c'est survivre? Est-ce que c'est prolonger le laisser vivre dont je parlais tout à l'heure? C'est intéressant. Michel Foucault disait, dans un de ses séminaires, il disait auparavant, le pouvoir de la souveraineté s'exerçait sur les corps par le pouvoir absolu de vie ou mort. Faire mourir. Il disait, après, au 19e et au 20e siècle, à l'époque des normes, c'est plutôt le faire vivre et le laisser mourir que donner la mort qui caractérise le pouvoir. Et il appelait ça la biopolitique du pouvoir. Aujourd'hui, la mort et les dispositifs qui tournent autour de la mort en grec se dit thanatos, donc toutes les thanatopraxies, toutes les pratiques qui tournent autour de la mort, sont des pratiques biopolitiques qui visent à déterminer, d'une certaine manière, les forces vitales dans un cadre économique. Combien ça coûte, à qui ça coûte, combien ça rapporte, etc. Et la question de la dignité de la vie, qui a été reprise par les religions, je voudrais la poser ailleurs que dans les religions, de manière très philosophique, de façon très sage, au sens de la sagesse antique, demande à ce qu'on se départisse, d'une certaine façon, d'un rapport extrêmement technique à la prouesse médicale qui consiste à maintenir une vie, à faire se durer, etc., dans la temporalité d'un présent qui serait coupé, somme toute, d'un passé et d'un avenir autre que le maintien technique du vivant, comme vivant assisté par une infrastructure de soutien continu. C'est une manière de dire que l'acharnement thérapeutique peut avoir un sens. Non, encore une fois, je ne suis pas dans la polémique. Mais qu'il faut s'interroger sur la valeur de la vie. Autrement dit, que vaut une simple vie
une vie humaine qui est réduite à la reproduction de son être-là. Qu'est-ce qui rend humain, fondamentalement, une vie? Est-ce que c'est sa durée? Peut-être toujours quand on dit Madame Calment, 100 ans, 150 ans, comme si c'était une prouesse, à ce moment-là, il faudrait considérer que les tortues ou les montagnes sont plus importantes que l'humain. Ou est-ce que c'est le choix qualitatif et positif de contenu de vie qui sont assumés en conscience et en responsabilité? Encore une fois, je ne juge pas. Moi, j'aimerais bien vivre le plus longtemps possible. Je ne suis pas en train de... je suis pas en train de... Je pose la question, qu'est-ce que la valeur de dignité humaine d'une vie? Comment l'apprécier? Comment la juger? Comment l'évaluer? Qu'est-ce qui rend fondamentalement humaine une vie? Qu'est-ce qu'une vie humaine? Humanisée, totalement humanisée. Il faut s'interroger à ce moment-là. 2 minutes, voilà. Si je pouvais avoir l'éternité. Vous me rappelez à la mortalité de ma condition. En tout cas, il faut se rappeler, vous interroger au moment de la fin de vie dans l'intensité, dans le paroxysme d'une existence qui est vivante. Alors, le fait de vivre notre mort, c'était posé, c'est ça la question. Comment est-ce qu'on vit sa propre mort? Ne doit pas oblitérer le fait que celle-ci se fait toujours en première personne et qu'on ne peut pas la dénier ou s'y résigner comme si elle ne nous concernait pas. C'est pas à l'autre de soucier de notre vie tout le temps. La mort est une question de corps propre et de vie singulière qui mobilise les ressources de toute une vie et de notre être tout entier pour être vécu, paradoxe ultime, dans sa venue nécessaire. De fait, c'est ça qui rend la vie sacrée, et non pas l'existence probable d'un autre monde, le passage de l'état vivant à un état inanimé et inerte, rend la vie encore plus mystérieuse et énigmatique. Je dois aller très rapidement, c'est un peu dommage. Alors je vais ne pas conclure, mais je vais simplement ouvrir des pistes. Alors, vivre sa vie dans sa mort, c'est pas exactement mourir à la vie en soi, mais plutôt aller jusqu'au bout du mystère de la venue de la vie dans l'être, au-delà de la vie, car là nous sommes au-delà du biologique, dans ce qu'on pourrait appeler l'apparition de la mort. C'est le concept que j'ai inventé qui s'appelle la thanatophanie, l'apparition de la mort. L'apparition de la mort comme l'apparition de la vie sont des mystères. Et il faut des mystères qui ne sont pas saints, qui sont peut-être sacrés, mais qui ne sont pas religieux. Contrairement, par exemple, à ce que pensent beaucoup de gens sur les fins de vie, la mort, ce n'est pas l'impuissance de la technique, mais c'est le mystère de l'arrêt des fonctions physiologiques vitales, malgré les soins palliatifs, pour entrer dans un mode de présence qui n'est plus d'identité corporelle propre, mais la vie dans l'autre, dans la mémoire, dans la psyché de l'autre. Cette vie dans l'autre donne à la mort un sens humain tout particulier, celui des rites et des souvenirs propres à la symbolique qui relève de l'anthropologie du vivant. Alors, je vais conclure. On peut dire que d'une certaine manière, la mort, le mourir, renvoie fondamentalement, et c'est peut-être ça qui est affolant, à la manière dont on a vécu, c'est-à-dire à un style de vie et à un art de mourir. Art de mourir qui existait jusqu'au XVIIe siècle, qui existait dans l'Antiquité, mais qui a disparu de nos sociétés. Dans le mythe de la caverne de Platon, Platon nous dit qu'on peut mourir de 2 fois. On meurt une fois quand on est, parce qu'on est dans des illusions des ombres, et on meurt une 2e fois, me dit-il, quand on revient dans la caverne. Le soleil et les morts se peuvent regarder en face, parce qu'on peut être aveuglé, soit on peut ne pas voir, soit dans l'obscurité, ou ne pas voir, soit par excès de lumière. Et donc le mourir, c'est la condition de l'être humain. Mais qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une dialectique du vivant et de la mort, qui fait que le vivant, comme le mourir, soit considéré comme des moments extrêmement énigmatiques, qui doivent nous obliger, et ça c'est le philosophe qui parle, à produire une éthique de vie, où la vie doit être la plus vraie possible, étant vrai ici voulant dire, d'une certaine manière, la plus adjointée à l'exercice quotidien de la pensée du réel. Et je fais une dernière ouverture. Peut-être que nous nous posons ces questions aussi, parce que nous sommes dans des contrées où la natalité est extrêmement pauvre et la sénescence extrêmement majoritaire. Je termine sur ça.